Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, un point sur l'analyse technique du CAC 40, sur les nouvelles, sur les swings que l'on peut engager et un petit backtest car je sais que vous appréciez ça. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu une baisse de 1,57%, ce qui semble pas très cher payé, compte tenu de l'horreur, de l'ignominie des chiffres qui sont tombés. Les États-Unis, l'économie américaine a détruit 700 000 emplois. C'est pas très loin des 800 000 emplois détruits au pire de la crise précédente des subprimes, alors que là on commence tout juste à avoir les effets économiques. De ce côté de l'Atlantique, c'est tout aussi horrible. Les dernières statistiques d'activité sont là aussi bien pires qu'anticipées et semblent confirmer une contraction du PIB de 10%. C'est quelque chose qui était absolument pas envisageable il y a encore très peu de temps. Et on ne perd encore une fois que 1,57%. Et voilà où nous en sommes au regard des supports et des résistances. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas réussi à reconquérir le gap des 4310, 4267, ce qui est problématique parce que si on veut que ce gap soit un gap commun, c'est-à-dire un gap qui donne simplement une forte probabilité d'entrer en latéralisation, eh bien il faut que ce gap soit comblé rapidement. Rapidement, ça veut dire généralement 4-5 séances, pas plus, 4-5 bougies. Or là, ça fait déjà 3 bougies que l'on passe en dessous de ce gap et qui augmente les chances d'être face à un gap de rupture, c'est un gap qui met fin à la tendance précédente qui en l'occurrence ici était haussière. Bon, on va laisser un petit peu de temps au cours pour éventuellement rebondir lundi, mardi, mais plus on passe de temps, plus le scénario du gap commun cède sa place au scénario du gap de rupture, beaucoup moins avantageux pour les haussiers. Nous avons également notre figure d'élargissement ici qui continue de jouer. Je vous rappelle qu'on avait un biseau, que généralement ça se casse par le bas, ça s'est fait, et que les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. On n'y va pas toujours, mais on y va plus souvent qu'on n'y va pas. Et l'idée, c'est que si vous, justement, je reviens sur ce trade, sur ce swing, si vous voulez envisager une continuation de la baisse, on a deux façons de faire. Soit effectivement, on swing sur l'idée du gap de rupture qui ne sera donc par définition pas comblé. On met un stop par exemple à 5%. Si on vise le prochain support à 6%, on est OK en guise de ratio gain-risque. Si on va chercher le point auquel on a accroché le biseau 7,7, c'est encore mieux. Alors là, on peut également partir du principe que s'il s'agit d'un mouvement baissier d'ampleur qui s'engage, on peut même prendre un stop un peu plus haut. Si on va chercher par exemple tous les points du biseau d'élargissement à 11% de stop, eh bien on peut même mettre son stop d'objectif, on peut même mettre son stop au-dessus des précédents sommets. On a un ratio de risque 1 point. Je vous rappelle que les backtests qu'on a fait la dernière fois montrent qu'on a plus souvent tendance à aller chercher tous les points constitutifs de la figure d'élargissement que de ne pas le faire, sans bien sûr que ça veut dire que ça se passera comme ça la prochaine fois. Je reviens sur cet exemple parce que vous êtes tous les jours des centaines de nouveaux à regarder les vidéos. L'idée des statistiques, c'est fondamental. C'est comme le pile ou face, ok? Mais c'est pas parce que vous avez 50% de faire pile que vous allez faire une fois pile, une fois face, une fois pile, une fois face. Vous pouvez très bien faire 4, 5, 6 fois face avant d'avoir un pile. Essayez, ok, ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est pas parce que sur 100, on a plus de chances de faire quelque chose que d'autres que ça arrivera juste le coup d'après. C'est comme du pile ou face, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait pas ce qui va se passer le coup d'après. C'est sur 100 occurrences qu'on sait ce qui va se passer statistiquement. Bref, je reviens à mes chandeliers japonais. Alors c'est intéressant ce qu'on vient de faire parce que bon, c'est sûr que isolément comme ça cette bougie elle est pourrie, on termine dans le tiers baissier, mais on vient de dessiner quelque chose qui est très subtil et qui a son importance. Ça s'appelle creux en pince, c'est-à-dire un niveau de support qui est dessiné par deux plus bas équivalents. Toutes les combinaisons sont valables. On va avoir deux bougies vertes, deux rouges, une verte, une rouge,
L'important, c'est que les deux niveaux plus bas sont équivalents. Et c'est un mini support qui vient de se construire. Ça, c'est intéressant. Et c'est en particulier intéressant pour ceux qui veulent éventuellement passer à l'achat, parce que le stop va être super serré, ok. On peut le mettre à 1,7%, 1,5%. On n'est pas censé aller en plus bas si c'est un creux en pince. 1,3, 1,4. Par contre, si on a raison et que c'est le début d'une ascension, voire même une nouvelle tentative de comblement du gap, on est à 2, 3, 4, 5% de hausse avec un excellent ratio gain-risque. Ça, c'est pas mal à tenter pour ceux qui veulent le faire. Et nous avons également au niveau des éléments techniques quelque chose qui n'est pas bon par contre. C'est le fait qu'on est maintenant depuis 3 séances en dessous de la M20. On est également en dessous de la M7, donc ces deux moyennes mobiles jouent un rôle de résistance à la hausse. Si la M7 devait couper la M20 à la baisse, on aurait un croisement baissier fort, et là ça risque d'être vraiment décapant. On espère que ça ne se produira pas. On a peu de temps pour reconquérir la M20 et repartir vers le haut et effacer cette perspective. Regardez les bandes de Bollinger, elles sont effectivement maintenant plus en parallèle baissière, elles sont en contraction. Ça veut dire que 1, la volatilité se réduit, et que 2, ça risque de jouer un rôle de support lorsque ça sera touché. Je vous rappelle que tout ça c'est expliqué dans le pacte Outrado, dont vous me faites l'immense honneur d'être de plus en plus nombreux à vous porter acquéreur. Et nous avons les autres éléments techniques ici à prendre en considération, parce que ça va être intéressant. Regardez, j'avais expliqué qu'on avait un signal baissier donné par le MACD0. Ça, c'était déjà sur la séance de jeudi. Maintenant, la séance de vendredi, c'est le stochastique qui croise son signal à la baisse. C'est pas bon, c'est-à-dire que 2 indicateurs techniques rapides sur 3 rebasculent baissier, à un moment où les indicateurs techniques lents ne sont pas non plus parfaitement en jambes, avec un RSI qui est toujours en dessous de 50, un momentum qui est certes positif, mais bon, c'est pas non plus très rassurant d'avoir un MACD qui n'est pas ascendant, Vous voyez, il longe comme ça son signal, c'est pas très intéressant pour les haussiers. Et regardez aussi les volumes qui sont de plus en plus faibles. On monte, on a fait toute la montée, tout le rebond technique sur des volumes qui sont creux. Et justement, ça m'amène au backtest rapide du jour. Alors j'ai identifié pour vous ce qu'il s'est passé les précédentes fois où on a eu un croisement de stochastique signal. Alors pour backtester ça, je vous propose de tenir uniquement compte des croisements lorsque la moyenne mobile à 20 séances et les baissières. Alors ça nous donne effectivement le croisement d'aujourd'hui à suivre. Qu'est-ce qu'on a eu également? On a eu ce croisement ici. Voilà, un croisement baissier de stochastique alors que la M20 était descendante. Ça a donné une baisse également. Ouais, c'est très clair. On a eu ce signal qui était ici, qui nous intéresse aussi parce qu'on était en dessous de la M20, donc c'est un signal qui nous intéresse, on est allé plus bas. On a eu ce signal ici qui nous intéresse puisque le signal a eu lieu sur cette bougie, on était sous une M20 descendante, ça a baissé, pas beaucoup, on peut dire même que ça a un signal assez, on a fait des plus bas mais ça n'a pas très bien fonctionné sur cette bougie. Ici ça a fonctionné mais pas très bien, mais on a quand même fait des plus bas. Ici ça a bien fonctionné. Ok, vous avez eu 2 signaux coup sur coup de MACD qui croisaient stochastique qui croisaient leur signal à la baisse en dessous de la M20. Ça a donné une continuation de la baisse. Là encore, vous voyez 3 signaux, 4 signaux même. Alors c'était sur cette bougie, cette bougie, cette bougie, cette bougie. Dans les 4 cas, on était sous une M20 descendante. Ça a donné des résultats assez intéressants. Bon, je le fais rapidement. C'est moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous donner la technique. Et vous voyez que généralement, lorsqu'il se produit ce qu'il s'est produit aujourd'hui, c'est un croisement de stochastique signal baissier alors qu'on est sous la M20. On a plus de chances de ne pas avoir fait les plus bas que de les avoir fait. Voilà, je vous rappelle que vous retrouverez à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen terme. Je vais essayer de revenir sur les différents scénarios de reprise auxquels on peut effectivement se référer. La reprise en L, la reprise en W, la reprise en U, etc.
Et également l'or, j'ai trouvé pas mal de ressources à vous montrer sur l'or hein, qui pourraient vous intéresser, hein, même si effectivement il devient quasiment impossible de se tourner vers les boutiques traditionnelles car elles sont fermées. Vous savez, mon partenaire au coffre hein, depuis toujours, lui permet toujours d'acheter et de vendre de l'or en ligne. Je vous invite à regarder la vidéo du week-end, ok? Et c'est à la fin de cette vidéo également. Donc à tout à l'heure pour les mises à jour.